Soyez les bienvenus à la une de ce journal. Les échanges hier entre le chef de l'État ivoirien et le secrétaire permanent du G5 Sahel, Alassane Ouattara, et Maman Sambo Sidibé veulent accentuer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le G5 Sahel. Toujours en Côte d'Ivoire, une entreprise fermée hier dans la zone industrielle de Yopougon. C'est une décision de la Direction générale des impôts. En effet, plus de 3 milliards de francs CFA de marchandises frauduleuses ont été saisis dans un entrepôt. Enfin, Martin Fayoulou ne se lâche pas prise en République démocratique du Congo. Les avocats du candidat malheureux à la présidentielle envisagent de tenir une conférence de presse pour dénoncer les incongruités de la Cour constitutionnelle. Bonjour à tous. Pour commencer, le Conseil des ministres. Cette réunion se tient aujourd'hui au Palais de la Présidence dans la commune du Plateau. Les travaux et discussions sont bien sûr dirigés par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons donc revenir sur cette information tout au long de cette journée. Autre activité du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara a reçu et s'est entretenu hier avec le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidibé. Leurs échanges ont porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le G5 Sahel. Les deux parties entendent accentuer leurs relations au niveau sécuritaire et économique. On en parle avec Mahama Traoré. Le G5 Sahel est une organisation créée en 2014 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Sa mission, combattre l'insécurité et la pauvreté dans une zone couvrant une superficie de 5 millions de kilomètres carrés avec 80 millions d'habitants. Même si la Côte d'Ivoire ne fait pas partie du G5 Sahel, elle figure au nombre de ses partenaires stratégiques, notamment en ce qui concerne les questions de développement et de lutte contre le terrorisme. Des sujets largement évoqués lors de la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le secrétaire permanent du G5 Sahel, de passage à Abidjan. La Côte d'Ivoire est importante pour notre espace aussi, notre espace sahélien. Et Grand Bassam nous rappelle que nous avons une communauté de destin et qu'il faut se consulter. Il faut prendre des conseils auprès des aînés qui ont géré ce genre de situation avant nous. J'ai expliqué, j'ai dit au président Ouattara un peu ce que nous faisons sur le plan sécuritaire, bien sûr, mais aussi sur le fait que sécurité et développement sont intimement liés et qu'il faudra faire de la sécurité par le développement. Et comme, si je peux me permettre ce mot, le président Ouattara est un spécialiste en la matière, j'ai pris ses conseils pour le bien des pays du G5 Sahel, du Sahel, mais de la région d'une façon générale. Le G5 Sahel pilote également une quarantaine de projets de développement à réaliser dans l'espace sahélien, dont le coût est estimé à 2,4 milliards d'euros. Le secrétaire permanent de cette organisation a ainsi sollicité l'appui du chef de l'État en vue de l'obtention de financement auprès des banques de développement. On faisait donc le point avec Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoui. Un tout autre sujet à présent, analyser les actions nécessaires au démarrage effectif de la généralisation progressive de la couverture maladie universelle. C'est l'objectif de cet atelier national qui s'est ouvert hier dans le district d'Abidjan. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les précisions dans ce reportage de Herman Guivet. Couverture maladie universelle, CEMU. Fini la phase expérimentale, place désormais à la préparation de la phase générale. Un atelier présidé par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, et qui rassemble partenaires techniques et financiers, ainsi que tout acteur concerné par la mise en œuvre de la CEMU. Un atelier studieux, au terme duquel nous devons être en mesure de vous produire, Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout le mécanisme nécessaire à rendre effective et progressive la phase de généralisation de la couverture maladie universelle. Les acquis de la phase expérimentale du régime général de base de la CEMU entamé le 25 avril 2017 avec la population cible des étudiants
permettent d'envisager l'extension de la CEMU, selon le principe de la généralisation progressive. L'expérience acquise permet d'étendre la marge de manœuvre. Le processus d'enrôlement biométrique et sécurisé des populations a permis à ce jour d'avoir une base de données de plus d'1 million d'assurés et se poursuit sur toute l'étendue du territoire. Les mécanismes de prélèvement des cotisations du secteur formel, public et privé, sont définis et formalisés. Ceux relatifs au secteur agricole et informel sont en cours de finalisation en lien avec les populations concernées. Le panier de prestations tenant compte de l'état de santé de nos populations a été établi. Les procédures de contrôle et de prise en charge des prestations ont été élaborées. Le système d'information et de gestion de la CEMU est donc opérationnel. Afin d'accompagner cette généralisation, le gouvernement a pris certaines mesures. 729 établissements publics et semi-publics ont été retenus pour constituer le réseau de soins initial de la CMU. Un vaste programme de réhabilitation de notre infrastructure sanitaire a également été lancé. Nous pouvons donc, avec beaucoup de satisfaction, affirmer que les principaux obstacles identifiés au niveau expérimental ont pu être surmontés et que la mise en œuvre de la CMU a connu des avancées notables. Cependant, le passage à l'échelle laisse entrevoir les dernières difficultés qu'il importe de relever et de résoudre pour garantir une bonne mise en œuvre de la génération progressive de la CMU. Je reste convaincu que la CMU continuera son déploiement et permettra une bonne redistribution des fruits de la croissance. Cela est un gage d'équité sociale et c'est cela l'orientation fondamentale du vivre ensemble prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a dit toute sa foi dans le modèle de protection sociale ivoirien et dans sa capacité à offrir aux populations ivoiriennes une meilleure qualité de vie, condition indispensable pour inscrire la Côte d'Ivoire dans le cercle vertueux des pays émergents à l'horizon 2020. À présent, les travaux de la conférence internationale sur la mutualité. Des représentants de gouvernements et d'organisations de la société civile d'Afrique, d'Europe et d'Amérique sont actuellement à Lomé au Togo. Objectif, poursuivre l'engagement politique en faveur de la reconnaissance du développement du mouvement mutualiste. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Des représentants de 30 pays, de l'Europe, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient et de l'Afrique, tous membres de l'Association internationale de la mutualité AIM, sont au Togo pour 2 jours de réflexion. Il s'agit pour eux d'harmoniser leur vision face aux défis qui s'opposent à l'arrimage des mutuelles de santé aux politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale. De s'associer librement pour faire face à des aléas de la vie qui dépassent les possibilités de la personne seule. Tout juste naissantes, ces sociétés de secours mutuels sont très vite considérées comme des réponses possibles aux besoins de protection face à la maladie et à la vieillesse. Placée sous le haut patronage de la présidence de la République togolaise, cette conférence internationale s'inscrit dans la poursuite de l'engagement politique en faveur de la reconnaissance et du développement du mouvement mutualiste. Je vous convie donc à pérenniser la mutualité dans nos pays afin de renforcer encore plus la cohésion et la solidarité. Après la cérémonie d'ouverture, la table ronde relative à l'engagement mutualiste a permis au ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale de présenter les avancées enregistrées en Côte d'Ivoire. Le taux de mise en œuvre du règlement de l'UEMOA est estimé à 70% selon l'évaluation de l'UEMOA. La seule diligence en cours est la création du fonds de garantie. En vue de la mise en œuvre de la CMU, un atelier national sur l'articulation des mutuelles sociales avec les stratégies de mise en œuvre
de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire a été organisée du 25 au 27 mai 2016 à Abidjan avec toutes les parties prenantes. À l'issue des travaux, un document de consensus va constituer une feuille de route pour les mutualistes et le gouvernement favorables au succès des politiques de couverture de santé universelle et de protection sociale. Au chapitre santé, un centre de secours d'urgence pour Dembokro dans la région du Hounzi. Cet établissement sanitaire financé à hauteur de 200 millions de francs CFA a été inauguré récemment en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité. Le point avec Olivier Iriebi et Abdoulaye Koné. Dembokro a son centre de secours. L'ouvrage a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en présence des autorités administratives, coutumières, des élus et cadres de la région. La réalisation de ce centre s'inscrit dans le cadre de la matérialisation du projet de modernisation et d'extension de la protection civile, un projet initié par le gouvernement ivoirien. Le gouvernement se propose de réaliser 31 centres de secours d'urgence dans les 31 régions de Côte d'Ivoire où il n'y a pas de sapeurs-pompiers militaires. Le gouvernement se propose de rapprocher au mieux et au plus près les services de secours des populations pour une plus grande efficacité. Je tiens à traduire au Conseil régional du Zik mes sincères remerciements pour cet acte qui permettra de créer les conditions d'une réalisation efficiente du volet protection civile du gouvernement. Lors de cette cérémonie, du matériel a été offert aux sapeurs-pompiers civils, un geste salué par le Conseil régional. Financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par le Conseil régional du Nzi, le centre de secours d'urgence de Dembokro répond aux normes d'un centre de secours moderne. En 2018, ce sont au moins 163 interventions, dont 48 cas d'accident de la circulation, qui ont été effectués par les sapeurs-pompiers civils de la région du Nzi. L'implantation cochléaire, une solution pour traiter les surdités neurosensorielles sévères, notamment chez les jeunes enfants. Il s'agit d'introduire un implant dans l'oreille du patient. Ce dispositif va ainsi permettre au son d'être transféré vers le nerf auditif. L'implantation cochléaire était donc récemment au centre d'un panel. Les explications de Sita Soro. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 8 millions d'enfants de moins de 15 ans sont atteints de perte auditive en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, environ 5 000 enfants naissent sourds chaque année et plus de 166 000 ont une perte auditive invalidante. Détecter cette affection dès la naissance afin d'y apporter des solutions devient donc une priorité. Il peut être réalisé très tôt, même dès la naissance, chez un nouveau-né qui est né à J1, J2 de vie. Et une fois que ce dépistage donne des résultats, soit bons, soit mauvais, ça nous permet d'enclencher aussitôt toutes les méthodes de diagnostic pour confirmer la surdité, pour préciser le degré de la surdité. Et une fois qu'on a cet élément, quel que soit l'âge de l'enfant, on peut proposer une conduite à tenir. L'intérêt du dépistage, c'est de permettre un diagnostic très, très précoce. Le projet d'implantation cochléaire vient à cet effet comme une solution avec des systèmes d'implants auditifs. Ces dispositifs médicaux complexes et performants sont destinés aux personnes malentendantes, surtout aux enfants. Les ORL ivoiriens qui se sont organisés pour mettre en place des équipes pour pouvoir couvrir l'ensemble du dispositif de ces implants parce qu'il faut faire le diagnostic, il faut faire la pose de l'implant qui est chirurgicale et après il faut faire la rééducation pour que l'enfant qui commence à entendre puisse ensuite parler. Il faut mettre en place le dispositif avant l'âge de 4-5 ans. La Côte d'Ivoire, qui est le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir développé ce projet d'implantation cochléaire, s'inspire de l'expérience marocaine. Ma présence ici s'inscrit dans une action de transfert de connaissances et non pas juste venir faire de la chirurgie et partir. J'ai vu une progression absolument extraordinaire. Vous êtes Côte d'Ivoire leader en termes de nombre de structures
et d'organisation dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est dû à des efforts permanents. Depuis le début du projet en 2015, ce sont en tout 21 enfants qui ont bénéficié de cette implantation. Autre actualité nationale, plus de 3 milliards de francs CFA de marchandises frauduleuses saisies hier dans la zone industrielle de Yopougon. L'entreprise mise en cause a été fermée par la Direction générale des impôts. Les explications de Lanciné Bakayoko. Cette saisie est le résultat des recherches effectuées par la Direction des enquêtes fiscales et du renseignement au sein de cette entreprise de vente de matériaux de construction immobilière installée sur 8000 m² au sein de la zone industrielle de Yopougon. Les opérations de perquisition au niveau de la comptabilité ont permis de découvrir de graves anomalies. Nous avons constaté donc que cette entreprise avait deux comptabilités, c'est-à-dire une double comptabilité, comme on le dit dans notre langage, qui déclare donc un chiffre d'affaires qui est largement en deçà de la réalité de ses activités. Avec cette double comptabilité, les auteurs de cette activité commerciale clandestine se sont mis à l'abri de plusieurs autres obligations fiscales, dont la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant des préjudices sans les pénalités relatives aux marchandises saisies est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA. La direction des enquêtes fiscales entend poursuivre ces opérations en vue de démanteler les réseaux des fraudeurs qui nuisent à la santé de l'économie ivoirienne. Les entreprises doivent se tenir donc pour informer et avertir, de sorte que celles qui seront prises donc dans cet élan-là de fraude, évidemment, elles vont subir donc la rigueur de la loi et devraient pouvoir être appelées à régulariser leur situation fiscale vis-à-vis des impôts. Au terme de la procédure, les faussaires devraient être condamnés à reverser à l'État les montants dus avec les amendes. Dans le cas contraire, les marchandises seront vendues aux enchères avec possibilité de poursuite pénale. On va à présent s'intéresser à l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien permet aux femmes entrepreneurs de bénéficier de fonds allant de 1 à 50 millions de francs CFA. Cette enveloppe de 5 milliards de francs CFA est née d'une convention entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. À noter que plus de 180 femmes ont actuellement bénéficié de cet accompagnement. Le point avec Cheikh Koné. Comme tous les matins, Juliana se rend à sa boutique située dans un centre commercial dans la commune de Cocody. C'est en 2007 qu'elle se lance dans le commerce après avoir abandonné son emploi dans une compagnie d'assurance. Une activité bien meilleure qu'elle souhaiterait accroître. Mais comme la plupart des femmes entrepreneurs, elle est confrontée au manque de financement. Toute seule, c'est pas facile. J'ai l'idée d'agrandir mon commerce et puis aussi d'embaucher les petites sœurs pour travailler. Mais comment faire pour avoir ces fonds? Et pourtant, l'État multiplie les initiatives pour accompagner les femmes entrepreneurs. L'une de ces actions est la mise en place du fonds Bassi. Judith Touré est l'une des bénéficiaires de ce fonds. Spécialisée dans la confection et la vente d'articles faits avec les étoffes du pays, elle a reçu en avril 2018 10 millions de francs CFA pour booster son activité. Ça a été pour moi un nouvel apport parce qu'à un moment donné de l'activité, j'ai senti qu'il fallait passer au développement. Mais l'autofinancement n'est pas facile parce que depuis, je fonctionnais moi-même, je m'autofinançais et ce n'était pas évident. Mais depuis que j'ai eu les fonds, j'ai commencé à développer l'activité. Ce fonds s'élève à un montant de 5 milliards de francs CFA et a déjà contribué à appuyer plusieurs autres femmes à l'instar de Judith. Je dis comme ça à mes sœurs que le fonds Bassi, c'est de la réalité. Qu'elles n'hésitent pas, qu'elles s'approchent du ministère du Commerce pour pouvoir s'engager, que moi je suis bénéficiaire, elles aussi elles peuvent l'être. C'est sans distinction. Depuis la première cérémonie de remise des chèques en décembre 2017, c'est plus de 2 milliards 500 millions de francs CFA qui ont été octroyés à 180 femmes, soit 51% d'absorption du fonds initial. Ce fonds vient appuyer ces femmes à la fibre entrepreneuriale, mais pour en bénéficier, il faut impérativement être ivoirienne, majeure et actionnaire unique ou majoritaire d'une entreprise légalement constituée. À ces prérequis, fournir un dossier de candidature à déposer à la direction des PME. Ce dossier devra être composé de documents administratifs de constitution et d'existence légale de l'activité, d'un business plan et de documents financiers et comptables confirmant la solvabilité du postulant. Depuis le lancement du projet en août 2017, c'est 470 dossiers acheminés vers la banque pour 180 crédits accordés.
Mais qu'arrive-t-il aux dossiers non validés? La plupart du temps, on attend toujours des retours d'informations complémentaires pour nous permettre d'apprécier au mieux leur financement. Donc après, on ne rejette pas le dossier parce qu'il faut le rejeter. On rejette le dossier en dernier ressort quand malheureusement on n'a pas pu avoir toutes les informations qui puissent nous permettre de prendre une décision sur le dossier. Donc un dossier peut être en stand-by pendant 2, 3, 4 mois, le temps même que la dame puisse réorganiser sa demande et revenir vers nous pour qu'on puisse faire passer le dossier. Pour faciliter l'accès aux fonds et optimiser le taux de financement, l'Agence Côte d'Ivoire PME accompagne les postulants dans la constitution de leur dossier de prêt et dans la bonne gestion des fonds octroyés. L'Agence Côte d'Ivoire PME intervient au travers des séances de formation pour que ces personnes-là qui ont reçu un financement puissent mettre en place des tableaux de bord de gestion qui favorisent une très bonne gestion des fonds qu'ils ont reçus. Ces chèques sont des prêts remboursables avec un taux d'intérêt de 8% au lieu de 12% pratiqués en moyenne dans les banques commerciales. La durée de financement et de remboursement varie en fonction des capacités du bénéficiaire. On peut avoir un dossier pour lequel la dame estime qu'il lui faut 2 ans pour rembourser. Et après étude, on se rend compte que malheureusement, ce n'est pas 2 ans, c'est plutôt 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc ce ne sont pas des durées qui sont figées, mais ce sont des durées qui sont négociées et revues en fonction de tous les dossiers qu'on reçoit. Le Fonds pour l'entrepreneuriat féminin de 5 milliards de francs CFA est la résultante d'une convention signée entre l'État ivoirien et le Royaume du Maroc. Dans l'optique d'atteindre les résultats escomptés par le gouvernement en initiant ce projet, des visites terrain sont organisées régulièrement auprès des bénéficiaires. Objectif, toucher du doigt leur activité et s'assurer de la bonne utilisation des fonds reçus. D'ici 3 à 4 ans, quand on va venir vers vous, on puisse voir une véritable ligne où vous êtes en train de produire en grande quantité pour vendre. Pas qu'on s'arrête juste à des petites commandes. Pour un plus grand nombre de bénéficiaires, le gouvernement prévoit des tournées dans les villes de l'intérieur. Cette tournée vise à informer toute la population ivoirienne et l'écosystème des TPE et PME sur les différentes conventions signées entre mon département et certaines structures financières et qui demeurent peu connues, d'une part, et de sensibiliser les TPE et PME sur toutes les mesures prises par le gouvernement en leur faveur d'autre part. D'ici à la fin du premier trimestre de l'année 2019, le ministère en charge des PME compte associer plusieurs directions régionales à ce projet en vue de collecter les demandes à partir de l'intérieur du pays. De quoi absorber les 2,5 milliards de francs CFA restants. Toujours en Côte d'Ivoire, la filière cola s'organise pour plus de rentabilité. En effet, depuis septembre 2017, une interprofession regroupe les commerçants, exportateurs et transformateurs. On retrouve Cheikh Koné. Porter la bonne nouvelle du décret instaurant une interprofession agricole de la filière cola aux producteurs, aux commerçants, aux exportateurs et aux transformateurs. Telle est la mission qui s'est assignée Diarasouba Aboudraman, président du conseil d'administration de cette nouvelle interprofession. Ainsi, du 8 au 14 janvier dernier, une tournée de sensibilisation et d'information a été organisée dans 10 villes de l'intérieur du pays. L'apothéose de cette tournée a eu lieu à la mairie d'Anyama, la cité du cola. Au cours des échanges, plusieurs intervenants se sont succédés. Ils ont tous salué l'abnégation des professionnels du secteur dont le travail a permis de faire aujourd'hui de la noix de cola un produit de rente. Une satisfaction saluée à sa juste valeur qui dénote de la volonté du gouvernement à développer des activités agricoles dites mineures. C'est pourquoi Diarasouba Aboudraman a pour sa part salué les autorités compétentes pour la confiance accordée aux acteurs de la filière cola. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de la noix de cola avec 260 000 tonnes en 2016. Un salon pour rehausser le niveau sécuritaire des pays africains. Le Shield Africa 2019 s'est ouvert hier à l'École nationale de police dans la commune de Cocody. Au menu, des conférences, panels et autres présentations d'équipements de sécurité et de défense. Le Shield Africa va s'achever demain, jeudi 24 janvier. Le point avec Abou Sanogo. La 5e édition du Salon international Shield Africa, ouverte ce matin à l'École nationale de police. Un salon qui permet aux gouvernements africains internationaux de se rencontrer afin de répondre aux défis sécuritaires du continent. Les chiffres augmentent comme chaque année, nous avons une progression constante. Également, on voit l'apparition de pavillons. Le Shield Africa est en train de devenir l'égal des grands salons de défense et de sécurité qu'il y a dans le monde. Protection et contrôle des frontières est le thème de ce salon
qui se veut comme le carrefour des technologies de sécurité de tout le continent africain. La protection et le contrôle des frontières est aujourd'hui un enjeu sécuritaire primordial pour nos États. La lutte contre le crime organisé devient de plus en plus complexe en raison de l'apparition de nouvelles formes de criminalité dues, entre autres, aux nombreux conflits sur notre continent et dans le monde entier, ce qui entraîne évidemment la prolifération des armes légères et de petit calibre, accentuée par la porosité de nos frontières. Si aujourd'hui nous avons cette chance de participer au salon, c'est parce qu'il y a la stabilité dans le pays. Nous tenons à féliciter les autorités de la Côte d'Ivoire pour les efforts qu'ils fournissent tous les jours. Shield Africa est la plus grande exposition africaine pour la défense et la sécurité intérieure, visitée par de nombreux participants, la plupart de l'Afrique. Ça nous permet d'avoir des relations avec les autorités ivoiriennes, tous les services des armées, de la police, des eaux et forêts, et bien entendu de recevoir les délégations étrangères africaines avec qui nous espérons pouvoir proposer nos services. Nous voulons nous développer en Côte d'Ivoire et travailler main dans la main avec la Côte d'Ivoire pour l'amélioration de l'équipement militaire, de police et de sécurité de la Côte d'Ivoire. Ces participants sont venus d'Afrique et d'Europe pour échanger et partager leurs expériences, présenter leur matériel et montrer les technologies les plus récentes en matière de défense et de sécurité intérieure, plus précisément dans le domaine de la protection et le contrôle des frontières. L'ouverture du 5e salon Shield Africa a été marquée par une démonstration des forces françaises en Côte d'Ivoire. Des images à présent, Sassandra, dans la région du Boclé, environ 200 victimes des crises de 2002 et 2010 ont reçu récemment une enveloppe. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien de les accompagner dans leur insertion socio-économique. Hors de chez nous, une offensive de Martin Fayoulou en République démocratique du Congo. Les avocats du candidat malheureux à la présidentielle envisagent de tenir une conférence de presse cette semaine pour expliquer les incongruités de la Cour constitutionnelle. Aux États-Unis, la Cour suprême a autorisé hier le président Donald Trump à bloquer le recrutement de soldats transgenres. Enfin, Emiliano Sala est-il encore en vie? Des débris d'avions ont été retrouvés aujourd'hui, ce qui laisse présager le pire pour le jeune footballeur argentin. S'il se dit déçu par la volte-face de la communauté internationale, Martin Fayoulou refuse de s'avouer vaincu. À défaut de soutien diplomatique, l'opposant compte désormais sur la rue. Et si ses partisans étaient moins nombreux qu'attendu lors de son meeting avorté de lundi, un meeting dispersé par la police, il n'en dit pas davantage sur son calendrier d'action, mais se dit confiant en sa capacité de mobilisation. En attendant, et malgré la main tendue adressée par Félix Tshisekedi et les appels au rassemblement, le candidat malheureux exclut de participer à un gouvernement d'union. Les recherches entamées pour retrouver l'avion de tourisme porté disparu lundi soir avec à son bord le footballeur italo-argentin Emiliano Sala ont duré 15 heures et couvert près de 3000 km². Elles avaient été interrompues mardi au coucher du soleil, reportant de plusieurs heures les chances de détecter tout signe de vie. Le monomoteur Piper PA46 Malibu, emprunté par le joueur de 28 ans, effectuait le trajet Nantes-Cardiff avant de disparaître des écrans radars. Les recherches ont repris ce mercredi. Par ailleurs, des médias argentins ont révélé un message du joueur confiant ses craintes avant de monter dans l'appareil. Donald Trump a remporté une victoire judiciaire dans le bras de fer qui l'oppose aux tribunaux fédéraux sur le recrutement des militaires transgenres au sein de l'armée américaine. Alors qu'il souhaite l'interdire, sa décision avait été bloquée par plusieurs tribunaux. La Cour suprême a tranché mardi et elle donne raison au président américain. Pour rappel, l'armée américaine était autorisée depuis le 1er janvier 2018 à recruter des soldats transgenres grâce à une initiative du président Barack Obama. Cette décision de la Cour suprême y met un terme, du moins temporairement, le temps que de nouveaux recours judiciaires soient engagés.
Voilà des précisions de Abdoulaye Koné. Merci de nous avoir suivis.